Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir. Antoine Glaser, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique et co-auteur de Nos chers espions en Afrique. Je voudrais qu'on revoie tout de suite cette carte assez impressionnante des zones à risque en Afrique. On a l'impression que les groupes terroristes s'enracinent dans un territoire de plus en plus vaste jusqu'à toucher des pays qu'on n'imaginait pas jusqu'ici. Ce n'est évidemment, j'imagine, pas une impression, une simple impression, c'est une réalité. Oui, ça veut dire on a l'impression finalement que les États africains sont vraiment désarmés, ou alors c'est une question aussi de mauvaise gouvernance, d'États faillis. Donc il y a des zones qui sont totalement abandonnées, ça veut dire les États n'exercent pas leur souveraineté, c'est à eux de faire la police, la sécurité dans un certain nombre de zones, et que ces zones, finalement, les djihadistes qui étaient au nord, en particulier au nord du Mali, où il y a eu la première opération Serval en 2013, avant l'opération Barkhane qui lui a succédé, on voit que dans ces pays et ces régions, il y a le centre, en particulier le centre du Mali, le nord du Burkina Faso, qui sont totalement maintenant dans des zones. Alors, quand on parle des djihadistes, quand on parle de lutte antiterroriste, on pense toujours à des djihadistes, on pense que la France a tué un certain nombre de djihadistes, mais il ne faut pas croire que ce sont simplement des chefs de guerre qui attaquent Barkhane ou les populations. Ce sont des prédicateurs qui sont beaucoup plus implantés qu'on l'imagine dans des zones, et là où il n'y a pas l'État, les types ils vont même faire la justice, ils exercent le foncier, et en plus, comme il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de tourisme ni rien, vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui peuvent être recrutés, pas forcément pour tirer la calache, c'est simplement des jeunes pour être recrutés, pour assurer le transport, pour faire du trafic en tout genre dans toute cette région. Donc c'est au-delà même. Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'opération Barkhane est de plus en plus hors sol. Ça veut dire par rapport aux réalités du terrain, l'opération Barkhane sur une zone... Mais alors justement, il n'y a pas seulement l'opération Barkhane, cette zone est surveillée de près et depuis longtemps, il y a des milliers de casques bleus, je crois plus de 10 000 au Mali. Il y a effectivement l'opération Barkhane qui est en place depuis 5 ans. Il y a le G5 Sahel, créé lui aussi en 2014. Est-ce que tout cela ne sert à rien ? C'est pas que ça sert à rien, ça veut dire que ça ne correspond pas aux réalités locales, politiques, historiques. On a l'impression que finalement, la lutte antiterroriste, c'est une chose, mais je veux dire, assurer la santé, l'éducation et autres dans toutes ces régions. Qu'est-ce que vous voulez dire par hors-sol ? C'est-à-dire qu'il ne s'occupe que de sécurité, hors-sol, ça veut mais dire pas de la base ? l'opération Barkhane, c'est juste la lutte antiterroriste. Mais par exemple, l'opération Barkhane, les Français de l'opération Barkhane refusent absolument de s'occuper là où il y a justement cette Katiba Massima où devaient être bunkérisés les 2 otages, au centre du Mali, où il y a des conflits intercommunautaires entre Dogon et aussi des Peuls. D'ailleurs, Amadou Koufa, c'est un chef prédicateur Peul. Donc lui, évidemment, il appelle à lutter contre la France et les Français dans toute la région, mais c'est à l'État malien de s'occuper du centre du Mali. Et de prendre le problème à la source. Et bien sûr, parce que c'est le problème social, économique, des problèmes intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs. Et là, si la France s'engage dans une des opérations, et on va le dire, c'est de l'ingérence, en plus, elle ne pourra rien faire du tout. Et vous avez déjà, dans des pays comme le Mali, des sentiments anti-français. En disant en français, finalement, les militaires français, ils servent à quoi ? Il y a eu au Ouagadougou, qu'est-ce qu'ils font là ? Il y a eu un massacre le 23 mars où il y a eu 160 Peuls qui ont été, tués, mais avec femmes et enfants de façon horrible. Donc on dit, mais à quoi ça sert ces militaires français ? Ils font la chasse au djihadisme et finalement notre vie ne change absolument pas. Et en fait, on s'aperçoit bien que les États, ils jouent de temps en temps, ils disent oui, la France. C'est pour ça ils sont ambigus ? Ah oui, bien sûr, ils sont ambigus. Ça veut dire le risque, qu'est-ce que les risques pour la France ? C'est qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'États, et en particulier au Mali, dire ça suffit, on va négocier avec les djihadistes. Quand on parle des djihadistes, c'est pas simplement Al-Qaïda du Maghreb islamique. Ce sont des gens qui sont maintenant bien ancrés. Vous avez les Peuls qui sont sur le Burkina Faso et au centre du Mali. Vous avez le chef Touareg, Iyad Rali, qui a réussi à fédérer en même temps les Peuls du Massina et en même temps les Arabes, les anciens de Al-Qaïda du Maghreb islamique. Ils sont en train de devenir des interlocuteurs officiels. Ils sont devenus, à un moment donné, il y a un certain nombre déjà d'hommes politiques au Mali qui disent est-ce que ce ne serait pas le moment de commencer à négocier avec les djihadistes ? Alors vous imaginez, la France Barkhane est là pour faire la lutte antiterroriste.
la France est toujours accusée d'avoir des relations ambiguës avec les Touaregs, parce que c'est vrai que les Touaregs, au niveau du renseignement, au nord du Mali... Mais est-ce que la France n'est pas trop seule aussi? Parce qu'elle n'est pas suivie par aucun de ses voisins européens. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure dans le sujet des Nations Unies, mais la mission des Nations Unies pour le Mali, la MINUSMA, c'est environ 13 000 hommes, c'est environ $1 milliard par an, mais par exemple, il y a les Allemands, il y a 850 soldats allemands, mais les 850 soldats allemands, ils ne sont pas à côté de l'armée française. Pourquoi? Parce que, contrairement à la France, ici, il n'y a pas de débat sur la présence de l'armée française dans le Sahel, tandis qu'en Allemagne, il faut que ça soit le Bundestag, ça ne se fait pas comme ça. Donc, les Allemands ont accepté que leurs soldats soient à l'intérieur de la mission des Nations Unies, mais absolument pas avec les Français en train de faire la lutte antiterroriste. Donc la France est très isolée. En février dernier, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, affirmait sur France 24 que les casques bleus ne suffisaient plus et il nous disait ceci: il faut des forces antiterroristes, des forces africaines soutenues par la communauté internationale. Sinon, dit-il, les conséquences de l'expansion terroriste dépasseront l'Afrique. Est-ce que vous partagez cette crainte ? On peut dire ça, mais pour l'instant, il n'y a quand même pas eu. Je veux dire, on a bien vu même les attentats qu'il y a eu en France. Autant c'était un certain nombre de Français qui s'étaient rendus en Irak, en Syrie. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple finalement de djihadistes ou d'Africains qui soient partis de cette zone sahélo-saharienne pour attaquer au niveau européen. Par contre, c'est vrai que la stratégie qui est réelle, politique actuellement des djihadistes, c'est de faire fuir l'ensemble des Occidentaux, depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad. Donc là, ils sont implantés sur une base pas simplement religieuse, mais ethnique, sociale, économique, où ils assurent aussi un certain nombre de rentes de ces pays avec des trafics en tout genre, parce que l'Afrique, c'est l'Afrique de l'informel. Et en même temps, qu'est-ce que font les djihadistes qui savent? Regardez l'impact que ça a pu avoir entre les deux otages français, deux otages. À ce moment-là, ils descendent vers les côtes. En mars 2016, ils ont attaqué en Côte d'Ivoire, qui est vraiment le village gaulois de la France en Afrique. Ils ont attaqué à Grand-Bassam, le complexe hôtelier, qui a été un vrai traumatisme, a eu 30 morts. Ils ont attaqué le Radisson, ils ont attaqué des hôtels à Bamako, à Ouaga et autres, pour faire fuir les Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux, ce n'est pas simplement les touristes, c'est les entreprises, c'est les expatriés. Les expatriés, tous les milliers de gens de bonne volonté, comme on dit, de coopération décentralisée, qui vont au Bénin, qui vont ailleurs, etc. Si vous commencez à leur dire, maintenant, si vous regardez une carte de l'Afrique, franchement, en dehors des zones rouges, formellement déconseillées, ou sauf truc impératif, mais toute l'Afrique est en jaune. Et jaune serein, ce qui n'est vraiment pas le cas du côté serein, ce jaune serein, c'est vigilance renforcée. Allez dire à quelqu'un, vous allez dans un pays où la vigilance renforcée. Donc ça devient... Ce qu'on a du mal à savoir, c'est s'ils ont l'aval des populations. Parce que vous dites, ils font la justice, ils donnent de l'argent, ils islamisent de force aussi. Il ne faut pas continuer à croire que les djihadistes, les populations ne les acceptent pas, ni rien. Bien évidemment que les femmes n'ont pas envie, quand ils vont dans des régions, qu'ils appliquent la charia. Mais la réalité, c'est la nature qui a, bien sûr, quand il y a la vie dans l'ensemble des régions et qui sont là, qui assurent un certain nombre au niveau économique, de services et autres, qui remplacent l'État. Ils remplacent l'État. Plus, ça c'est un autre débat, mais il y a aussi tout le problème des associations de bienfaisance wahhabites d'Arabie Saoudite. L'Afrique sert de champ clos à des bagarres maintenant entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous voyez ça en Libye, mais sur l'ensemble de l'Afrique. Donc les associations de bienfaisance, qui remplacent les écoles coraniques, qui remplacent. Donc ce ne sont pas des djihadistes armés, etc. Mais il y a une islamisation. L'ensemble de cette zone, on a l'impression que c'est le 19e siècle qui revient. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Antoine Glaser. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et je rappelle le titre du livre dont vous êtes le co-auteur, Nos chers espions en Afrique. Merci beaucoup pour votre éclairage.